Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle conférence de la Société historique de Québec, de Montréal et des éditions du Septentrion. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cet entretien. On est déjà à notre cinquième entretien. On a aujourd'hui l'occasion de recevoir le politologue Jean-Charles Panneton pour une conférence intitulée Dans les coulisses du référendum de 1980. C'est une conférence à laquelle on a eu la chance d'avoir la participation de différents témoins, acteurs de l'époque. Pauline Boileau, militante pour le camp du oui. Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales dans le gouvernement Lévesque. Martine Tremblay, attachée politique de René Lévesque. Et Denis Vaugeois, ministre des Communications et des Affaires culturelles du gouvernement Lévesque. Et donc, dans les jours précédents, j'ai été chercher des témoignages de ces gens-là auxquels notre invité de ce soir va répondre. Je tiens à préciser que la conférence, elle est diffusée en faux direct, et donc on va prendre vos questions à la fin avec grand plaisir. Mais on vous invite dès maintenant à les écrire dans les commentaires de la page Facebook sur laquelle vous êtes, pour qu'on puisse les transférer à notre invité à la fin. Et donc, sans plus attendre, je vous présente plus amplement notre invité de ce soir, Jean-Charles Panneton. Jean-Charles Panneton est historien et politologue de formation. Il a travaillé en journalisme et enseigné au Collège d'Antique avant de poursuivre sa carrière en communication stratégique comme collaborateur régulier à l'émission radiophonique Aujourd'hui l'Histoire à Radio-Canada. Si vous écoutez cette émission de radio, en fait, vous l'avez probablement déjà entendu sur le référendum, vous l'avez probablement aussi déjà entendu sur de nombreux autres sujets en histoire politique principalement. Il a également écrit plusieurs essais en histoire politique, encore une fois, notamment un sur Georges-Émile Lapalme, précurseur de la Révolution tranquille, publié aux éditions VLB. Pierre Laporte, un ouvrage qui permet de mieux connaître l'homme derrière seulement cette date d'octobre 1970 qui lui est associée. C'était d'abord un journaliste politique quand même assez important, puis un député aussi, avant d'avoir terminer sa vie dans ces circonstances un peu plus troubles. Et deux ouvrages dont on va parler un petit peu plus ce soir. Le gouvernement Lévesque, tome 1, qui a été finaliste au prix du livre politique en 2017. Et le gouvernement Lévesque, tome 2, ouvrage qui porte plus spécifiquement justement sur la période du référendum, entre autres, mais qui traite également un petit peu de l'avant et de l'après. Et donc, ce soir, on va se plonger un petit peu dans ces deux ouvrages-là en compagnie de Jean-Charles Panneton. Bonsoir, Monsieur Panneton. Bonsoir, bonsoir. Et donc, une question par laquelle on aime toujours débuter ces entretiens virtuels, c'est une question un peu d'égo-histoire. On s'intéresse d'abord à vous avant de s'intéresser au référendum. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser aux années Lévesque et à l'histoire du référendum? À la suite de la publication du livre sur Pierre Laporte en 2012, j'ai eu une discussion avec mon éditeur, Denis Vaugeois, dont on entendra un petit peu tout à l'heure. J'avais plusieurs projets de livres en tête. J'en avais un sur Jean Drapeau. Je vais faire une grande biographie, ce qui à mon avis, manquait dans notre littérature historique comme telle. J'avais aussi l'idée de faire un ouvrage, celui-là beaucoup plus important, plus imposant, qui était un livre sur le gouvernement Lévesque. Donc, ce gouvernement-là qui était, avec le gouvernement Lesage, un des gouvernements les plus marquants de la période contemporaine de l'histoire du Québec. Donc, c'était vraiment intéressant. Et évidemment, Denis ayant été ministre, donc Denis étant historien d'abord, mais aussi ayant été ministre des Affaires culturelles et des communications dans le premier gouvernement Lévesque, me disait qu'il avait toujours des contacts avec ses collègues, les anciens ministres, et qui pourrait donc me faciliter un peu le travail pour ce qui est des entrevues à faire avec toutes ces personnes-là. Alors, j'ai choisi le plus grand défi, celui d'écrire cette imposante œuvre, disons en 2 tomes en ce moment. Il y en aura un 3e sur lequel je travaille présentement qui va être sur le deuxième mandat du gouvernement Lévesque.
Et donc, je me suis attaqué à ça à partir de 2012. J'ai commencé les recherches, c'est assez colossal comme travail parce qu'il y a beaucoup de fonds d'archives, il y a beaucoup de choses à regarder. Il y avait le fonds d'archives de René Lévesque, j'avais celui de Pierre Renaud, il y avait celui du conseil exécutif aussi qui était fort intéressant parce que là-dedans, on retrouve tous les procès-verbaux des conseils des ministres. Parfois, c'est du verbatim, donc on pouvait comprendre un peu les échanges, la teneur des échanges entre les ministres sur différentes grandes réformes, ce qui permettait de jeter un éclairage à certains moments un peu nouveau et peut-être complémentaire aussi à ce qu'avaient publié, disons, des collaborateurs de René Lévesque de l'époque ou des anciens ministres qui avaient fait des mémoires aussi. Donc, je pense, quand je pense aux ouvrages des anciens collaborateurs de René Lévesque, je pense à l'ouvrage assez imposant et bien documenté de Martine Tremblay, là, je pense que vous l'avez aussi rencontré. Donc, on va l'entendre durant cette diffusion-là. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que les choses ont commencé, donc à partir de ce mandat-là. Et là, maintenant, comme je disais, il reste à écrire le tome 3, ce que je suis en train de faire présentement. Alors, je sors de ma période d'écriture pour venir parler un peu du référendum, puis ensuite, je vais retourner à l'écriture. Voilà. Et vous avez évoqué le nom de Martine Tremblay, attachée politique de René Lévesque. J'aurais envie de vous inviter à détailler davantage sur cet aspect-là. Qui sont les forces qui sont dans le camp du oui à la fin des années 1970? Qui sont les forces souverainistes? Peut-être nous faire un bref portrait de la situation, parce que bon, on connaît effectivement René Lévesque, on connaît quelques-uns de ses principaux ministres, mais qu'en est-il de façon plus détaillée? Mais quand le déclenchement du référendum va se faire, on a utilisé donc pour le référendum un type de consultation populaire qui est inspiré de la Grande-Bretagne. Donc, on constitue deux camps, donc un camp pour le oui, un camp pour le non. C'est un peu comme ça qu'on le fait. Donc, ce qu'on appelle les grands parapluies qui regroupent différents organismes. Bon, bien sûr, dans le camp du oui, le Parti québécois s'y trouve. Et donc, le gouvernement Lévesque s'y trouve, c'est sûr. Il y a plusieurs syndicats aussi qui se trouvent là. On retrouve des artistes aussi. On retrouve certains hommes politiques, ex-hommes politiques. Je pense à l'ancien ministre libéral Jean-Paul Lallier qui était dans le camp du oui. Donc, certains anciens unionistes aussi vont se joindre au camp du oui. Donc, c'est une vaste coalition donc, qui se rassemble sous ce grand parapluie-là du oui. Donc, on va retrouver dès le déclenchement de la période référendaire. Et du côté du non, ça ressemble à quoi? Du côté du non, c'est un peu la même chose. On trouve l'ancien premier ministre, Robert Bourassa, Jean Lesage aussi va se joindre, va faire une apparition lors de la campagne référendaire. Donc, des anciens libéraux, je dirais, d'anciens unionistes aussi vont être dans ce camp-là. On va retrouver évidemment le chef du Parti libéral de l'époque, Claude Ryan. Puis on va retrouver une certaine présence, c'est Jean Chrétien là, qui va assurer une certaine représentativité du gouvernement du Canada aussi au sein de ce comité-là. On pourra peut-être reparler de ça parce que ça crée quelques flamèches entre Jean Chrétien et Claude Ryan. C'est pas la bonne entente, disons, à tout le moins au départ de cette campagne-là du non. Il y a de la bisbille, si on peut dire, entre les deux hommes. Effectivement, on y reviendra plus tard. Et vous avez brièvement évoqué, bon, c'est ça, le modèle du Royaume-Uni. On a vu en fait différentes propositions d'accession à la souveraineté au cours des années 1960 et 1970. Ça a été évoqué notamment bon, par le Rassemblement pour l'indépendance nationale, par également le Parti québécois. Il y a peut-être autant de façons à accéder à l'indépendance qu'il y a de partisans de l'indépendance à cette époque-là. Quelles sont ces différentes idées-là qui ont été dans l'air à l'époque et où en est le Parti québécois à la veille du déclenchement du référendum? C'est quoi un peu le plan de match de ce côté-là et vers quelle option est-ce qu'on désire se tourner? Bien, c'est intéressant si on prend seulement à l'intérieur même du Parti québécois la formule, disons, d'accession à la souveraineté. Le déclenchement, si vous voulez, d'un processus d'accession à la souveraineté va changer de manière assez considérable au sein du parti. Il va évoluer à tout le moins dans la première moitié des années 70 jusqu'en 74. En 74, il y aura un congrès du Parti québécois qui va changer considérablement les choses. On va amener à ce moment-là la notion de référendum. Alors, au départ, ce qu'on dit, c'est que la simple élection d'un gouvernement péquiste permet d'enclencher le processus d'accession à la souveraineté. C'est comme ça qu'on le voit. Alors, cette option-là va toujours rester, va ressurgir parfois. Disons que c'est une option qui
qui dérange René Lévesque dans la mesure où c'est sûr que se prononcer sur un pays, se prononcer sur l'accession donc d'un pays à la souveraineté par le biais d'une élection, c'est pas nécessairement la meilleure façon. Pour être un peu plus démocrate, disons, il faut utiliser une formule référendaire, c'est-à-dire qu'on fait une consultation populaire sur une question, on pose cette question et les gens répondent oui ou non à cette option-là. Donc, c'est une formule qui est beaucoup plus démocratique. Et c'est celle-là qu'on va finir par imposer. Bon, j'évite tous les détails parce que je le fais dans le livre. Là, on voit toute l'évolution de la question au sein du parti. On voit l'arrivée de Claude Morin avec l'étapisme, c'est-à-dire c'est une approche qui veut y aller graduellement parce que, il faut le dire, quand on fait des sondages sur l'indépendance pure et simple, disons, sans négociation avec le reste du Canada, c'est plus l'école de Pierre Bourgault et tout, bien, cette option-là recueille très, très peu d'appui au sein de la population. Donc, il faut y aller de façon différente et Lévesque défend depuis déjà la fin des années 60 ce concept-là de souveraineté association qui vise d'abord à négocier avec le gouvernement du Canada un nouveau partage de pouvoir qui serait à l'avantage évidemment du gouvernement du Québec. Et donc, c'est cette formule-là qui prend la place et cette formule-là qu'on va défendre. Voilà. Oui. Et sur ça, eh bien, on va aller écouter en fait un extrait vidéo que j'ai rencontré Denis Vaugeois il y a quelques jours et il m'a parlé de l'état d'esprit du Conseil des ministres à la veille du référendum. Et donc, on l'écoute à l'instant et on vous revient tout de suite après. Quand M. Lévesque m'a proposé d'aller aux communications, j'étais un peu sûr. D'abord, j'étais bien aux affaires culturelles, j'avais beaucoup de dossiers en marche. J'étais vraiment occupé. Et puis même, j'étais rendu au Trésor en plus. Alors là, j'ai eu un peu d'hésitation. Puis là, il m'a dit, sur votre secteur, sur votre domaine, et vous ne serez pas seul. Vous serez avec Jean Lorrain. Et effectivement, Jean Lorrain était absolument extraordinaire. Mais ce que je dois retenir de tout ça, c'est que il n'y avait pas d'enthousiasme au gouvernement pour aller faire un référendum. Les ministres avaient tous le pied sur le frein, parce qu'ils étaient tous dans des dossiers qui leur tenaient à cœur. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'occasion de faire des choses. Là, on était au pouvoir, là, on pouvait faire des choses. Alors, les ministres sont là, puis dans les réunions du Conseil des ministres, il n'y a personne qui dit, puis, référendum, quand est-ce qu'on en parle? En fait, ils souhaitent tous qu'on n'en parle pas. Et ça, à mon avis, probablement que je vais être le seul à dire ça, mais je pense que c'est une réalité importante. Donc, on ne l'a pas bien préparé, autrement dit, parce que les ministres étaient occupés à toutes sortes de choses et puis ça les intéressait davantage. Puis aussi, on n'avait pas le vent d'un voile, fait qu'on ne sentait pas un vent très, très fort en faveur d'un oui. Alors, il y avait seulement le pauvre Morin. Donc, lui, il était payé pour ça. C'était son travail. Puis Morin, ben lui, c'est un de ceux qui avait une approche d'un bon gouvernement. Hein? Et Morin, c'est un modéré, comme M. Lévesque d'ailleurs. Donc, il ne voulait pas quelque chose pour bousculer les gens. Et donc, c'est ce qui a donné la question qu'on connaît. Mais la question qu'on connaît, elle correspond à la souveraineté d'association. On peut même chialer contre cette question-là sur sa phraseologie, mais il reste quand même que c'était l'idée de M. Lévesque. Hein? Et d'avoir un vote en faveur de la souveraineté, mais finalement pour négocier l'association. Et donc, c'était Denis Vaugeois qui nous parlait de l'état d'esprit du Conseil des ministres à la veille du référendum. Bon, sur ce qui est plus la question référendaire, on y reviendra dans quelques minutes. Mais je serais curieux de vous entendre sur la question. Lorsque Denis Vaugeois nous dit que le Conseil des ministres est un petit peu ailleurs à la veille du référendum et qu'il est attablé justement à différentes réformes, est-ce que ça correspond à ce que vous avez vu dans les sources? Oui, peut-être qu'il faut revenir sur une question, Denis Vaugeois l'a mentionné avec justesse, là, la question du bon gouvernement. La question du bon gouvernement, c'est un morceau qui fait partie de l'approche étapiste. Donc, quand on fait l'élection de novembre 1976, on ne va pas parler de souveraineté association. On va parler, d'abord, le discours de René Lévesque est très clair, il est composé de deux grands axes, si on peut dire. D'abord, on dénonce les années du gouvernement Bourassa, la corruption, etc., les conflits sociaux, les tensions sociales, tout ça, on dénonce tout ça. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est celui du bon gouvernement. L'évêque ne fait pas que dénoncer, donc il propose un certain nombre de réformes, des réformes que le gouvernement Bourassa a été incapable de mettre en place
pendant toutes les années où il était là, de 70 à 76. Et ces réformes-là, il les établit très, très clairement, l'assurance automobile, le zonage agricole, en fait, les grandes réformes qui vont se faire pendant le premier mandat. L'évêque prend des engagements. C'est toujours ce que l'évêque dira aussi. Hein, c'est un grand démocrate. Quand il parle à la population, il le dit très bien, je ne fais pas de promesses, je prends des engagements, ce qui est très différent. Et il va effectivement, et toute son équipe ministérielle, effectivement, vont se mettre à la tâche. Et c'est ce qui fait de ce gouvernement, ce premier mandat-là, un gouvernement qui, avec le gouvernement Lesage, est l'un des grands gouvernements de réforme. Mais ce discours de bon gouvernement-là, donc, fonctionne bien, mais il faut se rappeler qu'il fait partie de l'approche étatiste. Et c'est ce qui fait que pendant toutes les années où on sera au pouvoir jusqu'à l'automne 79, on parlera très, très peu de souveraineté association. Petite anecdote fort intéressante, lors de l'élection de 76, Jacques Parizeau, lui, veut parler de souveraineté et en parle. Et on va envoyer Louis Bernard, qui est un des proches conseillers de l'évêque, aller parler à Parizeau pour le rappeler à l'ordre, lui dire que la campagne électorale de 76 ne se fait pas sur la souveraineté association et donc on ne doit pas en parler. Et on en parlera très, très peu lors de cette campagne électorale. Ça, c'est pour moi la prémisse du référendum et c'est ce qui va se faire tout le long de ces années de 76 à 79. On va effectivement faire de grandes réformes. Le gouvernement, je le dis, qui est très, très marquant, mais donc les ministres, comme dit Denis Vaugeois, sont très occupés aux réformes. Évidemment, M. Vaugeois a raison de le dire, Denis Vaugeois a raison de le dire, il y a beaucoup de choses, on travaille très fort, on a beaucoup de réformes, on en a fait beaucoup, c'est énorme tout ce qu'on a fait. C'est vrai que le piège peut-être dans lequel s'est placé le gouvernement, c'est de ne pas parler de souveraineté association, de ne pas le préparer, de jouer le jeu du bon gouvernement, ce qu'ils ont réussi à merveille, il faut le dire quand même. Les réformes sont incroyables. Mais le piège, c'est qu'à l'automne 79, on n'a jamais fait de pédagogie sur la question de la souveraineté association. On est à quelques mois du référendum et on n'a pas finalisé la question encore. On n'a pas fait de pédagogie durant toutes ces années-là pour préparer la population, vendre à la population, si vous voulez, c'est quoi l'option, en quoi c'est avantageux la souveraineté association pour les Québécois. Tout ça, on ne l'a pas fait. Et malheureusement, ils ont face à eux, et je l'ai mentionné dans les entrevues, ils ont face à eux un gouvernement du Canada, un gouvernement Trudeau qui, lui, depuis l'élection du gouvernement Lévesque, a mis en place un bureau politique pour traiter de la question. Et à chaque fois que les ministres, eux, peuvent intervenir au fédéral sur la question de la souveraineté, ils le font évidemment pour casser du sucre sur le dos de la souveraineté association. Donc, toutes ces années-là, la pédagogie se fait uniquement du côté fédéral, se fait uniquement par les opposants, les adversaires à la souveraineté association, si bien quand on arrive à l'automne 79, on doit préparer la question et donc on est très, très peu près, disons, à faire face à un référendum sur la souveraineté association. Et justement, puisqu'on parle de la préparation de la question, eh bien, je vous propose qu'on ait écouté Claude Morin, ministre des Affaires intergouvernementales, pour en parler un petit peu. Je l'ai rencontré il y a quelques jours au téléphone et je lui ai demandé justement, quel avait été son rôle dans la préparation de la question et comment s'était préparée la question référendaire. Et donc, on l'écoute et juste ensuite, on va écouter un témoignage d'une militante du camp du oui et de sa réaction justement à cette question-là. Monsieur Lévesque m'a demandé, comme ministre des Affaires intergouvernementales, de préparer un projet de questions qu'on discuterait puis qui serait éventuellement discuté au Conseil des ministres. Alors, j'ai réuni un petit groupe et il y avait Louis Bernard, qui était secrétaire général du gouvernement, il y avait Danielle Latouche, Louise Vaudouin et moi-même, Louise Vaudouin qui était ma directrice de cabinet et moi-même. Alors, on a préparé quelques projets que je lui ai montrés. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de décembre 1979, à un conseil des ministres consacré à ça, il y a eu un examen de ces projets-là et il y avait des observations de la part de chacun des membres du conseil des ministres. Et là, M. Lévesque a dit, OK, je vais repenser à ça, puis je vais travailler un peu le projet qu'on a. Et il a, de son côté, modifié ce que nous avions préparé
en ajoutant une description très rapide de ce qu'était la souveraineté et de ce qu'était l'association, et en ajoutant ce qu'on avait suggéré, en ajoutant la tenue d'un deuxième référendum si jamais il y avait des négociations qui conduisaient à une modification du statut du Québec. Alors, c'est lui qui a fait la question référendaire après la réunion du Conseil des ministres que fait Liveron sur le soir et qui l'a annoncé le lendemain à l'Assemblée nationale. Je dois dire que je n'avais pas vu la dernière version, que je ne connaissais pas. D'autres ont dit qu'elle n'a pas été exposée ni expliquée à Parizeau, mais elle n'a pas été à personne. Et je l'ai apprise en même temps que les autres. Elle était plus longue que ce que nous avions prévu, mais c'est pas un problème parce que à l'époque, il y a des gens qui ont trouvé ça beaucoup trop long, mais c'était pas un problème parce que quand vous voyez les référendums qui se tiennent dans d'autres pays, c'est souvent des projets de loi auxquels on demande au public de dire oui ou non. Et un projet de loi, c'est pas mal plus long que notre question. Donc, la longueur avait rien d'important. L'idée de M. Lévesque, c'était que tout ce qui est essentiel soit dans la question pour que le public comprenne davantage. Donc, c'était Claude Morin qui nous parlait de la préparation de la question. J'ai envie de peut-être avoir votre opinion sur la chose juste avant qu'on se dirige vers le témoignage de Pauline Boileau sur le sujet. La longueur de la question, hein, c'est quelque chose qui est souvent évoqué autant par les caricaturistes, par justement la mémoire collective que par les militants, les historiens. Et c'est ça, moi, personnellement, c'est ça, je connais pas autant le référendum que vous. J'étais surpris aussi de voir que, au final, la question, M. Morin, qui en était responsable, n'était pas au courant, selon ce qu'il en dit, de la version finale qui avait été justement rédigée par M. Lévesque. Et donc, je serais curieux de vous entendre un petit peu plus sur la question. Hein. Sur la question, sur le processus de rédaction de cette question-là, on peut dire que M. Morin le mentionne. On rassemble un task force, et donc on rassemble quelques têtes de pipe, dont Claude Morin est en charge au printemps 79. C'est là qu'on va commencer à travailler sur cette question-là. Il a mentionné aussi Louise Baudouin, évidemment, qui est sa directrice de cabinet, Louis Bernard, qui est le secrétaire général du gouvernement. Donc, tous ces gens-là vont travailler là-dessus. Dans les sources et en faisant les recherches, on trouve très, très peu de traces de qu'est-ce qui s'est fait du printemps à l'automne 79. C'est un peu nébuleux tout ça. On sait que la question, elle apparaît à un moment donné en décembre, comme le mentionne M. Morin. Elle est débattue au Conseil. Il y a des tensions, il y a des discussions assez sérieuses. Jacques Parizeau est très réticent. Je pense même que Lise Payette, à un moment donné, tard le soir, parce que le Conseil des ministres se prolonge, décide de quitter, dit de toute façon, pour elle, les jeux sont faits, tout ça a été rédigé sans l'accord ou sans une véritable discussion au Conseil des ministres. Et c'est vrai que René Lévesque va travailler, va y mettre sa main un peu dans la question. Est-ce que Claude Morin était ou pas au courant de la version finale? Moi, j'ai un doute. Je pense qu'il devait l'avoir vu, la question. Il devait avoir une bonne idée parce qu'il était le ministre responsable des affaires intergouvernementales, donc des relations canadiennes. Donc, cette question-là, à mon avis, il a dû jeter un coup d'œil à un moment donné. Est-ce qu'il a vu la version finale? Est-ce qu'elle était vraiment différente de la version précédente? Tout ça, ça demeure assez nébuleux, mais c'est assez fidèle je pense, à ce que les sources nous révèlent, de ce qu'on peut en tirer, en fait, des sources, parce que ça demeure, comme je dis, pas toujours facile de s'y retrouver dans tout ça. Et c'est une question qui a causé de la déception chez les militants, si je comprends bien, comme va nous le révéler le témoignage de Mme Pauline Boileau. Pauline Boileau, c'était à l'époque la présidente de l'Association des consommateurs du Québec.
Comme elle me l'a mentionné lorsque je l'ai rencontrée il y a quelques jours, bon, c'est ça, elle devait alors rester dans le placard, si je peux m'exprimer ainsi, parce que, bon, en tant que détentrice d'une position d'autorité dans la société, en tant que représentante des consommateurs, eh bien, elle ne pouvait pas s'afficher ouvertement pour le oui ou pour le non, elle devait rester très discrète, mais bon, ça ne l'a pas empêché de militer et ben, lorsqu'elle a vu la question proposée par le gouvernement Lévesque, voici comment elle a réagi. Ce qui nous a beaucoup déçus, c'est la question. Pourquoi? Ça a déçu les militantes et les militants. La question manquait de confiance, était non convaincante. Et quand on a eu une longue question comme ça, on s'est dit, ben, comment peut-on convaincre le peuple quand on n'est pas convaincu soi-même? C'était l'impression que ça nous donnait. Et donc, selon ce que j'en comprends, bon, Mme Boileau était assez déçue de la formulation de la question. Est-ce que c'est une position que vous avez souvent vue parmi les militants, peut-être ceux qui étaient plus convaincus de l'indépendance, que bon, cette question-là, ben, la question finale, ça aurait dû être simple. Êtes-vous pour ou contre l'indépendance aux yeux de Mme Boileau? Mais je comprends la déception de Mme Boileau. Il faut situer de quel militant on parle au sein du Parti québécois. Parce que il faut se rappeler que le Parti québécois, c'est une coalition qui regroupe un ensemble de militants qui sont de différents horizons, disons, politiques. On a là-dedans du ralliement national, qui est un peu plus centre-droit, qui sont plus nationalistes. On a là-dedans des indépendantistes, ce qu'on qualifiait même au sein du Parti de pur et dur, là. Donc, il y a plusieurs tendances, si vous voulez, il y a plusieurs positions là-dessus. C'est certain que pour ceux qui sont plutôt indépendantistes, il y a une déception parce qu'on parle de souveraineté association. La question laisse beaucoup de place à la négociation avec le Canada. En fait, on est plus en mode, on veut négocier plus l'association. On a l'impression parfois que faire la souveraineté. Donc, la question est compliquée. La mécanique référendaire devient compliquée aussi parce que là, on a amené, au début, on se rappelle, ce n'est qu'une élection qui enclenche le processus d'accession. Ensuite, on amène la notion de référendum. Puis ensuite, on amène la notion d'un deuxième référendum advenant l'échec des négociations avec le gouvernement du Canada. Donc, on a tout alourdi ça. Alors, c'est sûr que pour les militants plus indépendantistes, entre guillemets, ben oui, c'est une déception. Pour ceux qui sont plus étapistes, plus nationalistes, bien, on donne encore une fois une chance au Canada et c'est moins menaçant, on est moins dans la coupure, on déclare l'indépendance et on négocie ensuite avec le reste du Canada. Donc, c'est pas du tout la même approche, hein, c'est pas du tout la même façon de penser et de faire. Donc, oui, il y a des déceptions d'un côté, mais sur la question de ce qui est intéressant de ce que dit cette dame, c'est que elle parle de confiance dans l'option. Hein? Elle parle de manque de confiance. Et ça, c'est intéressant parce que c'est repris par certains ministres aussi. Je pense à Jean Garon. Jean Garon disait souvent, on peut le lire même dans ses mémoires, disait cette question-là, elle ne respirait pas la confiance, elle respirait un genre d'insécurité, un genre on n'est pas trop sûr de notre démarche. Et c'est intéressant parce que quand on regarde plus tard, pendant la campagne référendaire, on aura plusieurs ministres qui vont dire même si vous votez oui, ça ne changera pas grand-chose. C'est assez particulier quand on fait un référendum de cette nature-là sur la souveraineté association, donc sur des négociations constitutionnelles d'importance et qui peuvent appeler la création d'un pays, de dire ça, c'est militant. Alors, oui, il y a eu beaucoup de déceptions, disons. Mais généralement, je pense que les gens trouvaient que la question était trop complexe pour savoir exactement quoi y répondre en bout de ligne. C'est ça, je rappelle aux gens que, bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On va y répondre à la fin de l'enregistrement. Et on a jusqu'à maintenant beaucoup parlé, bon, de la préparation du côté du gouvernement Lévesque, du côté du Parti québécois, du côté du camp du oui. Vous avez tout à l'heure brièvement mentionné, bon, Claude Ryan, Jean Chrétien. Bon, comment se prépare, c'est ça, la campagne dans le camp du non et quelle est la position constitutionnelle du Parti libéral du Québec? Parce que, bon, oui, le Parti libéral du Québec est contre la sécession du Québec, du Canada, mais bon, il n'est pas pour autant contre toute forme de nationalisme. Les libéraux, justement, de Ryan, ils ont quand même une certaine forme de nationalisme et ils proposent autre chose.
C'est intéressant cette question parce qu'on parle souvent de l'échec des souverainistes au référendum, mais on pourrait aussi parler de l'échec des fédéralistes, des libéraux québécois comme tels. C'est l'échec aussi de leur option, si on peut dire fédéraliste, là, de leur option constitutionnelle. Parce qu'en janvier 80, Ryan veut publier un fameux livre beige là, qui définit l'ensemble de la position constitutionnelle du Parti libéral du Québec. Malheureusement, en fait, il va se rendre à Ottawa et Pierre-Éliott Trudeau va le convaincre de ne pas publier ça. Et donc, le Parti libéral du Québec et son chef, Claude Ryan, vont arriver en campagne référendaire avec aucune option. Aucune option constitutionnelle. Donc, ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça crée un vacuum et ça permet à Pierre-Éliott Trudeau de prendre toute la place. Et sans contrepartie d'une option fédéraliste à celle très vague d'ailleurs, parce que Trudeau ne définit pas non plus véritablement sa position constitutionnelle, qu'est-ce qu'il veut faire, en fait, quelle sera la nature des réformes constitutionnelles auxquelles il veut s'attaquer, il ne le dit pas précisément. Ça fait que ce qu'on a sur la table, c'est l'option souverainiste, qu'on a, évidemment, que les fédéralistes ont diabolisé en disant c'est la rupture, c'est l'indépendance, ça va être la récession, ça va être la perte d'emploi, ça va être, on n'arrête pas, là, on est dans le mélodrame. Mais par contre, l'option fédéraliste que Pierre-Éliott Trudeau défend n'est pas définie. Alors, ça place les Québécois devant un drôle de choix. Et ça, c'est clair quand Pierre-Éliott Trudeau dit, entre autres, que Pierre-Éliott Trudeau avait fait élire au début de l'année 80, il a fait élire 74 députés sur 75 au Québec. Donc, il était très fort, il avait presque tous les sièges du Québec, et donc, il se sentait fort de cette légitimité-là. Il disait, par exemple, je mets en jeu les 74 sièges, je vous promets qu'il va y avoir des réformes et tout, mais il ne définit pas véritablement quelle nature et quel type de réformes vont être faits. Donc, pour beaucoup d'analystes de l'époque, c'est une trahison parce que par la suite, on connaît l'histoire. Donc, Trudeau va se lancer dans une véritable opération de rapatriement unilatéral de la Constitution et va affaiblir considérablement les pouvoirs de l'Assemblée nationale, donc du Parlement québécois, notamment en matière linguistique. Donc, c'est véritablement, comme je l'ai dit, un échec des souverainistes, mais c'en est tout un aussi pour les libéraux de Claude Ryan à l'époque qui ont laissé tout le champ de bataille à Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Martine Tremblay il y a quelques jours et elle nous parlait de l'importance de Trudeau, de son arrivée dans la campagne électorale. Et donc, en complément de ce que vous disiez, bon, le dernier élément marquant, ça a été le grand discours de Pierre-Éliott Trudeau. Dès le moment où le premier ministre fédéral est embarqué dans la campagne, c'est clair que ça allait provoquer quelque chose d'important. Et ça, René Lévesque en était très conscient, il le craignait beaucoup. Et c'est certain que ce fameux discours où Pierre-Éliott Trudeau a dit « Nous mettons nos sièges en jeu pour vous dire que non, il faut dire un oui, etc. » Ça a comme figé ou fixé, si vous voulez, ce qu'on voyait déjà dans les sondages et qui annonçait une défaite du oui. Donc, vraiment, Martine Tremblay a attribué un rôle quand même assez important au gouvernement Trudeau, puis à l'action de Pierre-Éliott Trudeau. En fait, un rôle fondamental, très marquant, qui en fait change le sens même de la campagne. Si on veut revenir sur les grands éléments de ce référendum-là, de cette épopée référendaire-là, comme moi je le mentionne dans le livre, bien, on a différents temps forts. Au départ, le gouvernement du Québec, le gouvernement Lévesque est très, très fort en Chambre parce qu'il, donc avec sous la direction de Claude Charron, qui est le leader gouvernemental en Chambre, les ministres vont se succéder et vont présenter toute la question de la souveraineté association. C'est là qu'on sent véritablement l'importance de cette question-là de souveraineté association. C'est en Chambre et ils vont performer de façon extraordinaire, admirable. Si bien que les sondages vont bouger en faveur de la souveraineté association en tout début de campagne. Par la suite, il va y avoir la déclaration malheureuse de Lise Payette qui amène la mobilisation des Yvettes et qui amène un changement, un retournement dans la campagne. Et par la suite, l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau vont faire en sorte que le vent tourne en faveur du non avec tous ces événements-là. Et les sondages vont démontrer, des sondages qui démontraient qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne ferait pas passer cette option-là, se confirment de plus en plus avec la campagne qui se déroule.
Et ben justement, puisqu'on parlait des Yvette, eh bien, ça me donne envie ben, d'aller écouter encore une fois Martine Tremblay et sur l'importance, en fait, de cet événement-là dans la campagne référendaire. Et par la suite, on écoutera de nouveau Pauline Boileau sur ben, la réception, en fait, de l'indépendance chez les femmes. Et donc, on écoute à l'instant Martine Tremblay. Le deuxième fait marquant, c'est l'affaire des Yvettes. Et donc, cette bourde de Mme Payette sur les femmes qui a déclenché un mouvement, une mobilisation dans le camp du non, qui a donné à cette campagne du non un souffle, si vous voulez, ou un début de rythme. Ça a donné un momentum. Et donc, dès ce moment-là, la campagne du oui a été placée en difficulté. Puis c'était quelque chose de totalement imprévisible. Il n'y a aucune stratégie qui aurait pu permettre de prévoir quelque chose comme celle-là. Bon. Et donc, Mme Tremblay, justement, nous parle d'un souffle nouveau que donne l'affaire des Yvette. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'affaire des Yvette? C'est quelque chose que, bon, la plupart des Québécois connaissent de nom brièvement, mais en détail, qu'en est-il? Qui est cette fameuse Yvette? On veut des détails. Bon, ben, tout ça part des manuscrits du ministère, pas les manuscrits, mais les manuels scolaires, pardon, du ministère de l'Éducation, dans lesquels on a un certain nombre de stéréotypes, là, et les Payette s'insurgent de ces stéréotypes-là, du genre Yvette est gentille et fait le ménage. Là. Je ne me rappelle pas du détail exact, mais on a vraiment cadré le rôle de cette Yvette-là comme un rôle de femme, de fille traditionnelle et tout. Ce à quoi, évidemment, et avec raison, Lise Payette va s'insurger. Et à partir de là, elle va poursuivre sur une lancée, sur une déclaration, et elle va parler de Claude Ryan, un homme qu'elle n'aime pas parce qu'elle le juge trop traditionnel dans son approche des hommes et des femmes. Et par la bande, elle s'attaque à sa femme. Madeleine Ryan, elle s'attaque à sa femme et là, ça, c'est l'étincelle de trop en la traitant de Yvette, comme si cette femme-là était aussi traditionnelle. Et bon, et c'est j'aime bien ce que dit Martine Tremblay, parce que c'est vrai que tout ça est imprévisible. On n'aurait jamais pu prévoir ça dans aucune stratégie, c'est sûr et certain. Moi, j'ajouterais peut-être juste une chose, c'est que ça a amené un souffle d'émotion dans la campagne du non, parce que là, on a réagi. Alors, du côté fédéral, on n'était pas très bon avec l'émotion, à susciter l'émotion, la passion, parce que la passion se trouvait beaucoup du côté de René Lévesque, qui était quelqu'un qui savait susciter l'émotion chez les gens à qui il parlait. Lévesque était formidable, hein, c'est un orateur formidable avec sa modestie et tout ça. Il était en résonance parfaite avec les Québécois qui l'adoraient. Hein, un taux de popularité très, très élevé, René Lévesque, à cette époque-là, et pendant longtemps d'ailleurs. Mais ce que font les Yvette, cette déclaration-là, ce que ça fait, c'est que ça suscite une passion, je dirais, une étincelle d'émotion qui manquait donc à cette campagne du non-là. Et c'est ce qui a commencé là, à faire vraiment virer la campagne référendaire en faveur des fédéralistes. Oui, tout à fait. Ouais. Et lorsque je me suis entretenu avec Pauline Boileau il y a quelques jours, elle m'a mentionné que, bon, une déclaration sur le rôle des femmes lors de la campagne électorale, et elle m'a notamment dit, bon, comme on va le voir, que les femmes étaient peut-être moins ouvertes que les hommes à l'indépendance. Donc, on l'écoute et je suis curieux de vous entendre sur la question. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le personnel politique, mais bon, c'était mitigé. Hein? Les femmes étaient beaucoup pro-non, beaucoup plus que les hommes. Mais les femmes ici, dans mon comté, si je puis dire, étaient actives. Louise Ricard, Diane Chabot, et enfin les militantes du PQ ont été actives, très actives. Vous savez, il y a eu des assemblées de cuisine, il y a eu des téléphones, il y a eu toutes sortes de choses, mais... Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au final, les femmes étaient peut-être globalement plus en faveur du non, mais que malgré tout, il y avait plusieurs femmes qui s'activaient au sein du Parti québécois dans ces assemblées de cuisine, au téléphone et comme militantes. Et donc, je suis curieux de vous entendre sur le sujet.
À votre avis, est-ce que les femmes étaient davantage en faveur du non ou c'est juste parce que les Yvettes ont pris tellement d'importance qu'on a eu cette idée-là? Bien, les deux éléments sont un peu liés. Oui, dans les sondages, on voit que les femmes sont généralement moins en faveur de la souveraineté association. Mais c'est sûr que, encore une fois, cet incident-là lié au Yvette va mobiliser toute une frange de la population des femmes au sein de ce grand mouvement-là des Yvettes. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas du tout l'option souverainiste, ça c'est très, très, très clair. Ce qu'il faut peut-être mentionner aussi, apporter une petite précision, c'est vrai qu'il y a beaucoup de militantes au sein du parti, on le voit, je l'ai vu dans les procès-verbaux, les femmes sont très, très actives, des femmes qui sont mobilisées, qui font un travail assez formidable au sein du Parti québécois à cette époque-là. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est que la place des femmes dans le monde politique de cette époque-là est très, très limitée. Si on regarde au niveau des élus, on a quoi, 8, 10, 12 femmes, disons, selon les élections là, du début des années 70 et tout. Les femmes occupent une toute petite place encore au sein de la politique. Mais c'est un thème qui est récurrent parce qu'on pourrait dire aussi aujourd'hui, on en parle, hein, les femmes n'occupent jamais 50% de tous les postes électifs encore aujourd'hui. Donc, c'est une question qui est récurrente au sein de notre histoire contemporaine. Mais il faut avoir à l'esprit que la place des femmes est encore en train les femmes doivent travailler fort pour se tailler une place. Hein. Et donc, au sein du premier gouvernement Lévesque, on a Lise Payette, qui est pratiquement la seule femme qui occupe un poste de ministre. Hein? Voilà. Donc, une place limitée à cette époque-là, il faut l'avoir en tête, même si plusieurs femmes vont quand même militer au sein du parti. Et on en retrouvera aussi. Il y aura d'autres ministres femmes au sein du cabinet par la suite, mais ça demeure tout de même, encore à cette époque-là, Lise Payette dira c'est un boys club, hein, le Conseil des ministres, c'est ça que c'est. Et puis, souvent, elle est confrontée à des hommes plus traditionnalistes. Hein. Le Parti québécois n'est pas composé juste de gens de gauche, bien au contraire, il y a des gens de centre-droit, il y a des gens de centre beaucoup. Quelqu'un comme Jacques Parizeau, Lise Payette s'accroche souvent sur différentes choses parce que Parizeau est un gentleman, mais plus traditionnel dans sa façon de faire et tout. Donc, inévitablement, on est dans un monde où la place de la femme n'est pas encore acquise, loin de là. Effectivement. Et on a parlé un petit peu du rôle des ministres à l'époque. J'ai demandé il y a quelques jours à Claude Ryan, pas Claude Ryan, ça aurait été plus difficile, à Claude Morin, quel avait été le rôle des ministres pendant la campagne électorale, parce que on a vu que Lise Payette a fait des déclarations, Denis Vauchois nous a dit tout à l'heure, aussi avoir joué un rôle un peu en tant que ministre. Et moi, je me demandais si, notamment, un ministre comme le ministre des Affaires intergouvernementales avait été mis davantage à profit et avait davantage été utilisé que les autres ministres du gouvernement Lévesque. Et voici ce qu'il m'a répondu. Exactement le même que celui de n'importe quel autre ministre, c'est-à-dire participer à des réunions, faire des conférences, des discours, des tournées. Rencontrer des militants, rencontrer des groupes, faire de la télévision puis de la radio. Je dis ça parce que il y a des gens qui j'ai vu ça par la suite, qui ont pensé que j'étais responsable de l'organisation des référendums, je veux dire l'organisation matérielle, comme une élection. Et c'était pas du tout le cas. J'étais pas du tout responsable de l'organisation du référendum. Ça, c'était la structure du PQ lui-même, les fonctionnaires du PQ, sous la direction évidemment de M. Lévesque, qui ont organisé matériellement le référendum. Mais c'est pas moi. Et donc, M. Morin évoque justement le rôle des ministres à l'époque et qu'au final, c'était davantage un comité du Parti québécois qui était en charge de la stratégie référendaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Là, je vais diverger de l'opinion de M. Morin sur quelques éléments. Tout d'abord, au sein du Parti québécois, il y a depuis l'élection de 1976, il y a une certaine impatience à faire le réféendum. Donc, on brasse beaucoup, les militants en tout cas, au sein du parti, veulent que le référendum se tienne rapidement, se tienne l'année suivante, par exemple. Et donc, parce que pour eux, la souveraineté association, c'est l'article numéro 1 du programme du Parti québécois, donc il faut procéder rapidement. On vient d'être élu, on a le vent dans les voiles, l'organisation est déjà mobilisée, donc on fonce, on va de l'avant, on propose la souveraineté association.
Bon, bien évidemment, on ne va pas dans cette direction-là. Au gouvernement, on souhaite d'abord, l'évêque s'est engagé, et pour lui, c'est important, s'est engagé à faire un certain nombre de réformes, donc il veut procéder aux réformes d'abord. Cette question-là, M. Morin dit, M. Morin mentionne que ce sont les ministres ou que c'est le Parti québécois, en fait, il dit que c'est pas les ministres, il dit que c'est le Parti québécois, excusez-moi, qui a géré ça. L'histoire est un peu différente quand on regarde les procès-verbaux et tout. Cette impatience-là au sein du Parti québécois va se matérialiser dans la volonté de créer des comités à l'intérieur du Parti québécois dans les régions et un comité national de la souveraineté association. Il y aura de différentes tentatives qui vont se faire au fil des années 77 à 79. Mais ce qui est clair, c'est que le bureau du premier ministre ne veut pas de ce type de comité-là pour l'instant. On veut concentrer, on veut rassembler tous les efforts au sein d'un grand comité, mais qui relève directement du premier ministre et qui n'est pas nécessairement dans l'appareil du Parti québécois. C'est là d'où ma divergence avec M. Morin. Les ministres, certains ministres vont être impliqués dans ce grand comité-là, mais il est sûr qu'il est centralisé. Ça, c'est souvent ce qu'on va pointer du doigt. Hein. C'est souvent ce que certains militants du Parti québécois vont dire. Le comité était trop centralisé, n'appartenait pas assez au Parti québécois, n'était pas pris en charge par les membres qui ont voulu le faire pendant toutes ces années-là, mais qui n'ont pas pu le faire. Donc, il y a un contrôle du gouvernement là, sur l'organisation même du référendum. Ça, on le voit dans les notes, puis on le voit aussi dans les procès-verbaux. Mais quand j'ai posé la question à l'époque à M. Morin, j'ai pu m'échanger avec lui. Ouais. Pour lui, c'est clair qu'il ne s'en mêlait pas, et je le crois. Je pense que lui ne s'en est pas mêlé directement, mais il est sûr que le bureau du premier ministre, que René Lévesque, lui, voulait garder un contrôle sur l'organisation même du référendum pour éviter et c'est normal de la part d'un premier ministre, mais pour éviter toute dérive, donc on a pris en charge cette organisation-là et ça ne s'est pas passé au sein du Parti québécois comme tel. Oui, eh bien, c'est un petit peu l'impression que j'en avais quand je discutais avec les différents acteurs de l'époque, comme quoi c'était très bien organisé depuis un comité central, depuis justement autour du premier ministre, pour éviter justement qu'il y ait des dérapes. Martine Tremblay parlait même, c'est ça, d'une stratégie qui, peut avoir des analogies avec une stratégie militaire. Lorsqu'on s'en va en campagne, c'est comme lorsqu'on s'en va en bataille et il faut être prêt, avoir un plan. Et si on va du côté, effectivement, de l'équipe du non, on a brièvement mentionné tout à l'heure Claude Ryan, on a mentionné aussi Jean Chrétien, on a mentionné l'arrivée de Trudeau dans la campagne, mais c'est ça, il n'y a pas d'union au sein du comité du non. Là. Claude Ryan et Jean Chrétien, c'est pas les meilleurs amis du monde. Là. Non, mais c'est-à-dire qu'au sein, je pense que je l'ai évoqué rapidement, au sein du grand parapluie, du grand camp du non, dès le départ, c'est pas facile. Là. Si on lit les mémoires de Jean Chrétien, on le voit, il l'écrit, il y a des tiraillements avec Claude Ryan. Claude Ryan tient absolument à garder le contrôle absolu de cette campagne-là, mais c'est pas du tout ce qui va arriver parce que d'une part, quand Pierre-Éliott Trudeau va décider, lui, de venir au Québec faire campagne pour le non, c'est lui qui va prendre toute la place. Et je le mentionnais, sans position constitutionnelle, Claude Ryan n'a pas grand-chose à dire finalement. Ouais. Alors, et puis c'est Trudeau, son ascendance, son organisation, la puissance aussi du gouvernement du Canada derrière lui fait en sorte que ça devient le joueur numéro 1 du camp du non, ça c'est sûr et certain. Il ne faut pas non plus sous-estimer, parce qu'en fait, ça aussi, ça a été documenté beaucoup. Le gouvernement du Canada va mettre des sommes colossales en publicité. Il a commencé très tôt, dès 76, 77, il a commencé à faire des campagnes. Mais durant la campagne référendaire, la publicité du gouvernement du Canada est massive. Les sommes qui ont été investies dans cette campagne publicitaire-là sont gigantesques, sont énormes. Et ça vient renforcer le message fédéraliste, évidemment, mais ça vient aussi donner toute une visibilité à l'option au camp du non. Là. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup aussi. Et l'évêque, le soir du référendum, le dira, il pointera du doigt là, cette campagne publicitaire-là en disant que le gouvernement du Canada, le gouvernement Trudeau n'a pas joué franc jeu pendant le référendum. Ils ont utilisé des moyens qui étaient inouïs pour faire passer leur message. Et d'ailleurs, sur cette question, Denis Vaugeois m'en a donné un aperçu il y a quelques jours. Et donc, je vous ramène il y a quelques jours lorsque je posais cette question à Denis Vaugeois sur les moyens mis en place par le fédéral pour avoir la publicité, les problèmes que ça a posé à lui, qui, en tant que ministre des Communications, était responsable de faire cette publicité. Vous mentionniez récemment que lors de la bataille référendaire, il y a eu un enjeu au niveau de
de la publicité et que, bon, le fédéral, justement, est venu jouer sur le terrain du Québec pour être capable d'empêcher le gouvernement de faire de la publicité. Oui, absolument. Et c'est très important, je pense, parce qu'on avait fait une loi pour à peu près tout prévoir. Le camp du non, le camp du oui, pour établir les règles du jeu. Et puis donc, les deux camps avaient un budget maximum qu'ils pouvaient utiliser. Donc, c'était balisé, c'était vraiment, on n'avait pas oublié grand-chose. Sauf qu'on avait oublié une chose, c'est que le gouvernement fédéral pouvait, lui, faire de la publicité en dehors du sujet du référendum. Il peut en faire sur le référendum en contrevenant au règlement qu'on s'était donné. Ça, c'était déjà pernicieux. Mais en plus, ils pouvaient en faire de la publicité juste pour occuper l'espace publicitaire. Et c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est rarement souligné. Parce qu'on a souvent dit, ouais, mais regarde, non, ça se dit bien. Tu sais. Non, ça se dit bien. Ça, c'était vraiment un peu lié à la campagne référendaire. Mais à côté de ça, il y avait plein de publicités qui n'avaient rien à voir. L'idée était de bloquer l'espace. Alors moi, j'avais un sous-ministre, Jean Lorrain, qui était absolument extraordinaire, qui connaissait ça. On avait du budget. On n'en avait pas à outrance, mais on en avait assez. Mais Jean Lorrain dit, j'ai de l'argent, mais je ne suis pas capable d'acheter du temps à la radio, je ne peux pas acheter du temps à la télévision, je ne peux pas acheter du temps dans les journaux. Tout l'espace est occupé par la publicité fédérale. Alors, écoute, ça, c'est ce qui a été de plus vicieux, finalement, d'occuper cet espace publicitaire et de nous empêcher de livrer nos messages. Est-ce que ça a changé le résultat? Je pense que le plus gros point à relever, puis probablement que M. Morin va te le dire mieux que moi, c'est que comme on n'était pas pressé d'aller en campagne référendaire, le jour où on a eu l'occasion d'y aller en l'absence de Trudeau, parce que Trudeau avait laissé entendre qu'il allait partir, puis il laissait la place à Clark. C'était clair que c'était un autre type de campagne référendaire qu'on aurait eu avec Clark au pouvoir à Ottawa. Et là, on s'est dit, bah, on est correct. Avec Clark, on est correct. Mais on est correct jusqu'à temps qu'il n'a pas décidé de partir ou il ne s'est pas fait mettre dehors et que Trudeau a décidé de revenir. Et là, on s'est vraiment fait jouer. On s'est vraiment fait jouer. Alors, finalement, Trudeau est revenu vicieux. Et tu questionneras M. Morin là-dessus. Vicieux comme ça ne se fait pas. Il dit, je vous promets des changements. Mais le changement qu'il nous a fait, c'était pour nous piéger. C'était pour nous ligoter. Hein? Donc, Denis Bourgeois, qui demeure quand même, c'est ça, assez amer de l'action de Trudeau et qui, bon, souligne aussi que, bon, le gouvernement fédéral était capable de faire des campagnes de publicité pour, bon, par exemple, la prévention, bon, du tabagisme, c'est ça, la lutte au tabagisme plutôt, mais également, bon, de multiples autres programmes fédéraux. Bon, c'est le gouvernement fédéral, c'est le chômage, c'est, bon, les aéroports, c'est toutes ces choses-là. Et donc, capable juste d'occuper l'espace pour éviter, bon, que le camp du oui mette ses publicités. Il y a beaucoup de choses dans tout ça, cette histoire. D'abord, le gouvernement du Canada, le gouvernement Trudeau ne se sentait pas du tout lié par la loi provinciale sur les consultations publiques, donc sur la loi référendaire comme telle. Il disait clairement, Jean Chrétien, qui était un des principaux ministres du cabinet Trudeau, disait, il le déclarait, il ne respecterait pas cette loi-là. C'est une loi provinciale, donc auquel le gouvernement Trudeau le gouvernement fédéral n'était pas du tout tenu de se plier. Il ne se gênait pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'approche, la réaction, en fait, du gouvernement Trudeau face à la loi référendaire est très importante là-dedans, parce que si on ne répond aux règles que d'un côté, c'est évidemment l'autre camp a un jeu plus facile ou plus large, on peut utiliser d'autres outils que, bon, donc on joue à armes inégales comme telles. Hein? Donc, c'est une campagne qui était inégale au niveau des moyens et au niveau des outils aussi utilisés. Oui, c'est vrai que le gouvernement Trudeau a utilisé toutes sortes de sujets de campagne, donc tout ça transversal, tout ça pour passer des messages de l'option fédérale, l'option du non. Ça, c'est vrai. Puis c'est vrai que tout l'espace publicitaire est occupé. Ça, Denis Bourgeois a tout à fait raison. Et c'était inacceptable de pratiquer, de fonctionner de cette façon-là, parce qu'on savait très, très bien que c'était pas moralement acceptable si, bon, évidemment, parce que légalement, comme je le mentionne, le gouvernement fédéral ne se tenait pas, n'était pas tenu de respecter cette loi-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, une petite anecdote qui est fort intéressante quand Denis Bourgeois parle de Clark. Clark était donc le chef du Parti conservateur à l'époque. C'est intéressant de voir que René Lévesque avait choisi
Donc, il y a une campagne électorale dont l'élection a lieu, je pense, le 18 février 1980. C'est là que Pierre-Éliott Trudeau fait élire 74 députés sur 75. Et ça, c'est juste avant la période référendaire. Donc, et pendant la période électorale, l'évêque, à 2 ou 3 reprises, va déclarer aimait mieux négocier ou avoir comme opposant Pierre-Éliott Trudeau. C'est assez étonnant d'entendre ça de la part de René Lévesque parce que Martine Tremblay le disait très bien. L'évêque connaissait très, très bien Pierre-Éliott Trudeau, qui était un formidable opposant, beaucoup plus fort que Joe Clark aurait pu l'être pendant la campagne référendaire. Donc, qu'il ait donné son appui illicite, disons, à Pierre-Éliott Trudeau pendant cette campagne-là, c'est assez étonnant. À mon avis, c'est une des erreurs à l'époque qu'avaient souligné plusieurs journalistes. Pourquoi l'évêque veut-il avoir Trudeau comme opposant alors qu'il est beaucoup plus tenace que Clark? Ça reste une question en suspens comme telle. Peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'aimais, que Trudeau était plus facile à démoniser que Clark parce que, Trudeau est québécois, parce que, le tandem Lévesque-Trudeau, c'est comme une espèce de tandem aux antipodes, donc ça prend un démon puis un ange. Je ne sais pas, je lance ça comme ça. Oui, sauf que quand on part en guerre, on ne veut pas avoir le plus puissant face à nous, on aime mieux avoir celui qu'on va plus facilement pouvoir vaincre. Avoir eu Joe Clark comme opposant, un anglophone qui n'est pas québécois, qui n'a pas fait élire 74 députés sur 75, ce serait beaucoup plus facile à contourner, à combattre, disons, qu'un Pierre-Éliott Trudeau triomphant qui est fort de cet appui électoral-là au Québec, là, 74 députés sur 75. Donc, c'est quand même un opposant de taille. Oui, tout à fait. Effectivement, et ça nous amène un peu vers la fin de la campagne référendaire. Comme on l'a vu, si dans un premier temps, les choses se passent assez bien en Chambre, où le Parti québécois gagne hors de tout doute le débat à l'Assemblée nationale, que ça commence à déraper un petit peu avec les Yvettes et que, au final, avec l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau dans la campagne électorale, eh bien, c'est ça, là, tout ce qui, avait été gagné peut-être en Chambre, et qui, avait été sauvegardé un petit peu malgré les Yvettes, s'écroule. Eh bien, on a le résultat qu'on connaît le 20 mai 1980. Et le 20 mai 1980, c'est une date et c'est un événement, j'ai envie de dire, qui est vraiment resté figé dans la mémoire des Québécois, notamment par les images que Denis Arcand a faites où on voit très bien l'évêque lancer son « si je vous ai bien compris », on est en train de se dire à la prochaine fois, c'est vraiment devenu une phrase culte de l'histoire du Québec. Et il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'entendre Martine Lévesque sur l'état d'esprit qu'avait René Lévesque lors de cette soirée. Parce que lorsque j'ai parlé avec les autres militants du Parti québécois, les autres ministres, eh bien, ce qu'on me mentionnait, eh bien, c'était un abattement total, c'était une grande déception. Et Martine Tremblay nous a parlé, en fait, de l'état d'esprit de René Lévesque lors de cette soirée. Et j'ai envie, de vous entendre sur le sujet. René Lévesque a été bouleversé par ce qu'il a vu dans la salle. C'est très rare que ça lui est arrivé, mais ce soir-là, quand il est arrivé devant le micro et qu'il a vu des gens pleurer dans la salle, il a réalisé que l'ampleur, si vous voulez, de la déception chez ses militants, chez des gens qui avaient travaillé d'arrache-pied pendant toute cette campagne-là. Et donc, il a ajusté son discours et ses propos pour que ça corresponde davantage à ce qu'il voyait dans cette salle-là, pour que ses propos ont été empreints de beaucoup plus d'empathie que ce qui avait été préparé avant. Il avait préparé un message plus politique, un peu plus musclé, et là, il a beaucoup adouci son message. Il a senti, j'ai rarement vu ça chez lui, comme un besoin de consoler. Et donc, c'est ce qui a fait que sa réaction est devenue presque, après ça, on l'a revu très souvent, il a eu une réaction qui a beaucoup touché, je pense, les Québécois, y compris parmi ses adversaires politiques. Donc, cette réaction d'humanité, si on peut dire. Il s'est même mis à chanter après, et donc ça, personne n'aurait pu prévoir une chose comme celle-là. Et donc, après, quand il a quitté, les gens, toute l'organisation du Oui s'est réunie
au quartier général du camp d'Ouy. Et c'était paisible. Il n'y a personne, il n'y a jamais eu il n'y avait pas du tout de climat de désolation. Donc, je serais curieux de vous entendre un peu plus là-dessus. Bon, sur ce l'évêque consolateur, c'est ça, sur cette absence un petit peu de climat de désolation. Qu'en était-il, à votre avis? En fait, l'évêque a toujours été un excellent orateur, aussi un homme politique qui pouvait prendre le pouls des gens autour de lui. Ce que dit Martine Tremblay, ben, c'est effectivement ce qu'on voit dans les images, c'est ce qu'on voit dans les différents témoignages. L'évêque a adapté son discours à ce qu'il trouvait dans la salle. Une nuance très près, et c'est l'évêque qui le dira lui-même, et d'autres le diront aussi, il n'y avait pas que de la tristesse chez les militants, il y avait de la colère, une colère assez puissante. Et l'évêque le dit dans ses mémoires, il ne voulait pas que consoler, il voulait principalement calmer les troupes. Parce qu'il le dira, et là je ne fais pas du mot à mot, mais c'est très clair dans ses mémoires qu'il n'aurait fallu qu'une petite étincelle, il n'aurait fallu qu'un discours un peu plus revanchard ou un discours appelant à l'action ou autre pour mettre le feu dans les troupes, parce que les gens étaient très, très en colère. Très en colère d'avoir vécu une campagne où ils ont l'impression de s'être fait avoir, de s'être fait... Donc, on a voulu les acheter, on a parlé de la campagne publicitaire, des tactiques et tout. Donc, ils sont en colère d'avoir perdu, pour les plus purs et durs, entre guillemets, leur pays, et pour les nationalistes, d'avoir tout de même perdu une chance de renouveler le Canada, renouveler la Constitution canadienne en faveur du Québec. Donc, la déception est très vite, mais aussi la colère, je dirais, qui est très, très importante et très présente chez les gens. Et l'évêque, à cet effet-là, est un homme exceptionnel, un grand homme. C'est pourquoi on aime René Lévesque, on l'aime pour sa modestie, on l'aime aussi parce qu'il est en résonance avec les gens, on l'aime parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une certaine empathie chez lui. Tout ça fait de lui un homme politique exceptionnel, ça, c'est sûr et certain. Donc, on se rend compte que 40 ans plus tard, parce que bon, le référendum de 1980, c'était le 20 mai 1980, le sujet continue à faire parler. Les générations comme la mienne, nées après le référendum de 1980, ont envie d'en savoir plus sur cet événement dont ils ont toujours entendu parler, mais qui n'ont pas eu l'occasion de le vivre. Ceux qui étaient là à l'époque ont envie de revivre ou en fait de mieux comprendre cet événement-là. Si vous désirez en fait en savoir plus sur la question, on vous invite à rester des nôtres pour la période de questions qui suit à l'instant. Écrivez vos questions dans Facebook. Jean-Charles Panton va y répondre avec grand plaisir. Et sinon, on invite ceux qui désireraient en savoir plus aussi à se tourner vers l'ouvrage qui fait référence sur la question. Les 2 tomes des années Lévesque de Jean-Charles Panton. Donc, le gouvernement Lévesque, tome 1 de la genèse du PQ à l'élection de 1976 et plus spécifiquement peut-être sur la période de ce soir, même si le premier tome reste à mon avis essentiel pour être capable de comprendre c'est ça, la genèse du PQ, comment est-ce que cette coalition-là se forme. Le tome 2 parle du référendum, comme je le disais. Eh bien, le gouvernement Lévesque, tome 2, donc des grandes réformes au référendum de 1980. Une bonne occasion d'en connaître plus sur la question. Comme le mentionnait également M. Panton, c'est quelque chose qui a été traité énormément par tout plein d'anciens collaborateurs. Et donc, n'hésitez pas non plus à vous tourner vers, par exemple, les mémoires de René Lévesque ou les mémoires de ses anciens ministres ou de ses anciennes attachés politiques, etc. Il y a beaucoup d'informations de ce côté-là. Et donc, il y a matière, en fait, à creuser davantage pour ceux qui s'intéressent. Et nous, on se retrouve dans un instant dans les questions, pour la période de questions. Un grand merci, M. Panton, et à tout de suite. C'est à toi, Alex. Merci, à tantôt. Donc, à tout de suite du côté des pages Facebook de la Société historique de Québec, de la Société historique de Montréal et des éditions du Septentrion.